suite pour ce petit live qui sera consacré aujourd'hui donc au business plan et à l'étude de marché. Donc on va attendre un petit peu que tout le monde arrive. Donc surtout j'espère que vous êtes très nombreux parce qu'en fait on a plein de choses à se raconter ce soir. On a plein de petits sujets, euh, de choses et, à voir ensemble. Donc, on va attendre un tout petit peu. Voilà, si le monde arrive. On attend juste quelques minutes. Coucou Sophie. Oui, faites-moi un petit coucou, que je sache si vous êtes là, parce que sinon je vais avoir des soucis. Coucou. Ah, bonjour Pascal. Bonjour Ilia. Super. Bonjour Katia. Ah, génial. Bonjour Milly. Merci Milly, c'est très sympa. Bonjour Maud, je suis... Ah, on m'entend de loin? Bah peut-être parce que je parle pas trop fort pour le moment, parce qu'on n'a pas tout à fait commencé, mais t'inquiète pas Maud. On va élever la voix, il n'y a pas de souci. Est-ce que tout le monde m'entend bien d'ailleurs? Je voudrais juste savoir. C'est une nouvelle caméra que j'ai mise, donc c'est un test. Oui, oui Katia. Tous les directs en général sont en replay, donc ce sont des conférences, enfin des visios qui sont enregistrées par Facebook, donc forcément oui, il y a un replay. Ah oui, vous m'entendez pas bien les enfants? Aïe. Alors attendez, vous savez quoi? Je vais essayer de mettre comment dire, un- des écouteurs. Alors je vais voir si vous m'entendez mieux, d'accord? On va essayer. Allez, on essaye. Voilà. Alors, est-ce que vous m'entendez mieux? Dites-moi. Là, j'ai les écouteurs. Est-ce que vous m'entendez mieux? Dites-moi. Ah, ok. Super. Bon, bah voilà. Oui. C'est ce qu'on appelle comment dire, des aléas du direct. Ah, alors il y en a qui entendent bien, il y en a qui n'entendent pas. Alors là, ça va être un petit peu dommage parce que là, je ne vais pas savoir comment faire. Alors, Karine, j'essaie de voir au niveau de Facebook hein, s'il y a des choses à faire. Malheureusement, je ne sais pas parce que je n'y connais rien. Ah, Karine, c'est ok. Marina, ok. Ok avec les écouteurs. Bon, bah, c'est génial. Merci de votre aide, les amis. Ok. Mauvaise vidéo. Je l'ai changé. Donc, avant, j'avais rien du tout. C'était que la vidéo enfin, que la caméra de l'ordinateur. Et là, j'ai acheté une petite caméra. Alors là, désolé. Alors, je vais essayer de tripoter les boutons, là. L'espèce de machin, là. Est-ce que si je fais ça, ça change quelque chose? Est-ce que si je fais ça, j'ai appuyé sur les boutons, est-ce que vous m'entendez mieux ou pas? Ok, avec les écouteurs. Ok. Bon, alors, de toute façon, il y aura un replay. Donc, enfin, ce sera enregistré. Alors, pour ceux qui n'entendent pas super bien, bah, à la limite, vous pourrez vous le revoir, vous le repasser. Et puis là, pour le moment, on n'a rien dit d'important. À part bonjour, on n'a rien dit d'important. Bonjour Céline. Coucou Laetitia. Coucou Karine, Agnès, Estelle. Ok. Nickel. Ok. Bon. Eh bien, écoutez, on va démarrer. Hein. Oui, il y a des espèces de micro-coupures au niveau de la caméra. Je ne sais pas ce que c'est. Sincèrement, j'y connais rien. C'est du matériel maison, comme on dit. Donc, j'ai fait ce petit live pour vous, juste pour donner quelques infos. Donc, après, malheureusement, je ne maîtrise pas du tout le côté technique. Donc, je suis désolée. Coucou Céline. Voilà. Bah, écoutez, voilà. Allez, on y va. Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler du business plan et de l'étude de marché. Alors, sachant que l'étude de marché et le business plan sont très liés l'un à l'autre, donc on va un peu parler de tout ça. Alors, au départ, je vais vous faire juste une petite introduction. Déjà, je voulais vous dire, déjà merci d'être là.
déjà. Donc déjà, super, super sympa d'être là, de vous être rendu disponible. Je voulais dire aussi que le live de ce soir n'est pas destiné à un certain type de profil, donc de personnes, hein. Et en particulier, je voulais faire un petit clin d'œil donc à nos amis personnes en situation de handicap, hein, auxquelles ce live est très destiné, évidemment, puisque il y en a beaucoup qui ne le savent pas, mais il y a pas mal de personnes en situation de handicap qui ont envie de créer un projet et qui ne savent pas comment faire. Donc voilà, déjà, je voudrais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Véronique Hubert, je suis formatrice, en particulier en création d'entreprise et en marché public, donc ça n'a rien à voir, mais bon, pourquoi pas. Et en particulier pour ceux qui me connaissent, je suis spécialisée dans le monde canin et félin. Mais encore une fois, je ne suis pas, ce live en fait n'est pas spécialisé pour les éleveurs ou futurs éleveurs ou futurs professionnels du monde du chien et du chat. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Voilà, donc surtout, soyez tous les bienvenus. Et dès que ce sera fini, ou pendant, hein, comme vous voulez, n'hésitez pas à partager donc, ce live parce qu'il concerne vraiment beaucoup de monde. Voilà, je dis bonsoir à tout le monde, parce que là, je ne peux plus. Il y a trop de monde, mais en tout cas, je suis super contente. Alors, le business plan, c'est quoi? Le business plan, en fait, c'est un mode, on va dire, de présentation opératoire, éventuellement, pour bien penser ou bien présenter son activité ou sa future activité ou la réorientation de son activité. Alors, je voudrais juste remettre un petit peu, pas les pendules à l'heure, mais on va dire remettre les choses en place. Beaucoup de gens confondent le budget prévisionnel et le business plan. Le budget prévisionnel n'est pas le business plan et le business plan n'est pas le budget prévisionnel. Le but, si je dois faire, on va dire, une séparation ou une définition, on va dire, des deux, le budget prévisionnel, c'est juste les chiffres, d'accord? C'est des chiffres que vous donnez, des chiffres pour lesquels, que vous donnez pour vos achats, pour vos ventes, hein, pour vos investissements, pour vos subventions, etc. Tout ce que vous payez et tout ce que vous recevez. Voilà, en clair. Alors, soit aujourd'hui, soit pour plus tard. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que un business plan, tout comme un budget prévisionnel d'ailleurs, est établi sur 3 à 5 ans en général. D'accord? Ah oui, j'ai oublié de donner la définition donc, du business plan en tant que tel. Le business plan explique les chiffres. C'est pour ça que c'est très différent. On va y revenir donc après. Mais sachez que la grosse différence, c'est que le budget prévisionnel n'est que juste un tableau ou des tableaux de chiffres. Mais si vous n'expliquez pas ces chiffres, quelle que soit la personne que vous allez voir, que ce soit un banquier, que ce soit n'importe qui d'autre, ça ne sert strictement à rien. Donc, on va essayer d'un petit peu d'établir un petit peu tout ça. Donc, le business plan, il est valable aussi bien pour une petite que pour une moyenne que pour une grosse structure. Donc, que vous soyez une association, que vous soyez une micro-entreprise, que vous soyez une grosse PME. Alors, évidemment, je parle au présent, mais ça peut être au futur, hein, on est bien d'accord. Est-ce que tout le monde m'entend bien, là, du fait que là, je commence? Est-ce que tout le monde va bien? Dites-moi tout, avant que je rentre vraiment dans le vif du sujet. Est-ce que vous m'entendez tous bien? Dites-moi tout. Dites-moi. SCI, oui, aussi, peu importe, hein, que ce soit une entreprise individuelle, une société, le business plan est valable pour tous les types de structures. Ok? Voilà. Alors, ensuite, bon, bah super les enfants, merci beaucoup. Alors, ensuite, le business plan, ça sert à quoi? Contrairement à ce qu'on croit, là aussi, je voudrais essayer d'enlever quelques préjugés. Le business plan ne sert pas uniquement. Je suis loin? Mais comment ça, je suis loin? Mais pourtant, je parle dans le micro. Tac, tac, tac. Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? Je sais pas. Je suis désolée, hein. Ouais, mais pas sur le PC. D'accord. Bah écoute, je suis désolée. Change de matériel, Pascal. Fais un effort. Moi, j'en fais bien, hein? Bon. Bon. Donc, ce que je voulais dire, c'est que le business plan ne s'adresse pas seulement aux banquiers.
C'est-à-dire qu'un business plan, il peut se faire effectivement au début quand vous avez un projet, mais il peut se faire aussi quand vous êtes en cours de structure ou quand vous allez éventuellement complètement changer d'orientation. Donc ça s'adresse aussi bien aux banquiers que pour vous, pour voir l'évolution que vous voulez donner donc à votre entreprise qui est actuelle, mais aussi pour prévoir donc les orientations que vous allez donner. D'accord? Bouge plus. D'accord, je ne bouge plus. Ok. Bon. Alors, à quoi ça sert? Eh bien, donc, à établir justement un modèle d'entreprise, soit qui est déjà fait et donc que vous allez faire évoluer, soit que vous allez complètement commencer. Hein. Donc, aussi bien pour faire, donc montrer donc, aux personnes en face que pour vous aussi. N'oubliez pas que le business plan, ça peut être aussi pour vous, pour vous demander en fait qu'est-ce que vous allez faire. Hein, c'est pas que pour le banquier. Voilà. Donc, le business plan va faire ressortir certains sujets qui sont, ou en tout cas certains points qui sont vraiment très importants. D'accord? Donc, alors, par contre, je regarde juste s'il y a des questions. Voilà, quelques secondes. Ok, super. Bon, apparemment tout va bien. Ok. Alors, qu'est-ce que contient en fait un business plan? Il y a évidemment pas mal de choses qu'on peut mettre, hein, qu'on peut rajouter si on pense que c'est important, mais il y a quand même des choses qui sont, on va dire, incontournables. Bon. La première des choses, alors je vais vous faire déjà le topo de ce qu'il faut mettre et ensuite on détaillera. La première des choses qu'il faut mettre, c'est parler de vous. N'oubliez pas que c'est vous qui soit créez, soit reprenez quelque chose, soit faites évoluer quelque chose. Donc, c'est vous l'acteur principal de ce projet. Donc, vous allez parler de vous. Vous allez parler aussi éventuellement des personnes qui vont agir dans cette entreprise, euh, que ce soit en tant qu'associé, que ce soit en tant que peut-être des salariés, peut-être des parents, hein, donc il y a aussi des investisseurs, etc. Vous allez aussi mettre dedans votre ligne conductrice. Un projet a toujours une ligne conductrice, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qui fait que votre projet va tenir la route. Alors ça peut être une ligne de conduite liée à l'éthique, ça peut être une ligne de conduite liée au projet lui-même, ça peut être une ligne de conduite liée à quelque chose que vous respectez, ou peut-être parce que, par exemple, vous faites un projet communautaire, hein, donc ça veut dire qu'il va faire participer euh, des clients. Alors, quand je dis clients, attention, hein, c'est pas péjoratif ce que je dis, parce qu'on est aussi dans le monde de l'animal de compagnie, on ne parle pas de clients, très souvent on parle d'adoptants, d'accord? Donc quand je parle de clients, c'est au sens général du terme, alors ne vous froissez pas, d'accord? Nous ne sommes pas tout seuls, il n'y a pas que des gens donc, de l'animal de compagnie, ok? Bon. Donc, ce que je voulais dire, c'est que vous pouvez, dans un projet communautaire, eh bien, justement, faire participer des gens qui n'ont rien à voir avec vous, mais qui sont dans ce qu'on appelle le domaine social, c'est-à-dire vous allez monter un projet qui va apporter en fait un bien-être, par exemple à des enfants, à des personnes fragiles, à votre petite commune, peut-être aussi à votre région, si c'est un projet qui est très important, etc. C'est ça, une ligne de conduite. D'accord? Voilà. Ensuite, vous allez expliquer le marché. Il est évident que sans marché, vous ne pouvez pas vendre de produits. D'accord? Bon. Ensuite, vous allez expliquer quelle structure juridique vous avez, où vous allez monter. Hein, voilà. Évidemment, vous allez inclure le budget prévisionnel, c'est-à-dire évidemment vos prévisions d'achat et de recettes, ou d'investissement, etc. La réputation joue oui et non. Tout dépend du projet, tout dépend de la façon que vous allez le mener. On va dire que ce qui est le plus important, c'est ce que vous en faites, vous, et la façon dont vous communiquez sur votre projet. La réputation, elle peut, en plus, elle peut être bonne ou mauvaise. Hein. Donc, ne tablez pas trop là-dessus. Hein, on va dire ça comme ça. Jouez plutôt les cartes de votre modèle, de vos produits, de votre communication, donc la façon dont vous allez en parler. D'accord? Plutôt que la réputation. Il est évident que si vous arrivez avec une réputation sulfureuse de quelqu'un qui arnaque tout le monde, je pense que surtout si c'est dans un petit village, à mon avis, ça va vite faire le tour. Je pense que ça va être un petit peu compliqué.
Ok, Karine, pas de souci. Et évidemment, puisqu'on parle de gros sous, hein, donc des prévisions financières, il est évident qu'entre les prévisions que vous avez, entre vos achats, vos recettes, et ce que vous possédez aujourd'hui, il va y avoir à un moment donné l'explication de vos besoins en financement. C'est-à-dire peut-être justement à quel moment et comment et pourquoi vous allez faire appel au banquier. D'accord? Je vois que ça capte ce que j'ai dit. C'est bien, cool. Voilà, donc en gros, hein, c'est à peu près les thèmes qu'il faut aborder dans votre business plan. D'accord? Alors, le projet en lui-même. Donc, on va attaquer donc, les points principaux. Le projet en lui-même, c'est vraiment votre objectif. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez vendre, qu'est-ce que vous voulez faire, etc. Alors, vous allez commencer par déjà définir si c'est une création ou une reprise. C'est assez facile. Soit vous commencez complètement le projet, soit bah, vous êtes au milieu et vous allez réorienter, soit vous reprenez une entreprise qui a déjà été créée. D'accord? C'est tout à fait possible. De donner, évidemment, quand il s'agit d'une reprise, comment dire, donner la date hein, de reprise. Voilà. Ensuite, expliquez en quelques phrases quel est votre projet. Hein, alors, quelques phrases, c'est par exemple, vous dites je vais commercialiser des vêtements hein, de tel type, euh, issus de tels matériaux, qui vont être destinés à telle cible. En gros, voilà. Puis vous pouvez donner quelques détails, mais ne rentrez pas dans les détails à ce moment-là. Expliquez juste les grandes lignes. D'accord? Bon. Ensuite, vous pouvez donner à ce moment-là un nom d'entreprise. Donc, même si vous ne l'avez pas créé, oui, Agnès, on peut booster une entreprise déjà créée ou recréée éventuellement. Donc, on peut complètement être en phase de réorientation. Tout à fait. Alors, soit de réorientation, soit de changement, on va y revenir plus tard, hein, soit de changement ou d'activité ou de mode de fonctionnement qui permettra de booster effectivement une entreprise déjà créée. Tout à fait. Hein, on va y revenir. Alors, au stade du projet, vous pouvez déjà définir, même si vous n'avez pas créé, un nom d'entreprise. Hein. Alors, n'oubliez pas qu'en entreprise individuelle, vous êtes toujours enregistré sous votre nom et prénom. Donc, c'est ce qu'on appelle être enregistré en nom propre. Si vous voulez donner un nom à votre entreprise, vous pouvez en donner, mais qui sera en ajout hein, de votre nom et prénom. Donc, ça veut dire que ce sera soit un nom d'enseigne, soit un nom de boutique, etc. D'accord? Pour ceux qui veulent, qui sont dans l'animal de compagnie et en particulier les éleveurs, vous pouvez très bien mettre, quand vous créez par exemple, ou même quand vous voulez donner un nom hein, à votre entreprise, à votre élevage, vous pouvez très bien contacter la MSA et donner votre nom d'élevage en tant que nom d'entreprise. D'accord? Mais ça ne va pas le remplacer. C'est ce que je veux dire. Du tout. Karine, on peut, l'âge n'a pas d'importance, enfin en tout cas tant qu'on est majeur. Même je crois qu'on a le droit de créer une entreprise depuis l'âge de 16 ans. Hein. Donc 16 ans révolus et en particulier surtout s'il est émancipé. Donc faites très attention. Karine demande à l'URSSAF ou à la MSA si justement ça peut poser un problème. D'accord? Voilà. Donc le nom d'entreprise n'est possible qu'en ajout en entreprise individuelle. Par contre, pour les sociétés, alors les sociétés, c'est tout ce qui est SA, SARL, URL, etc. Vous pouvez donner un nom de société réelle qui sera unique. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas forcément votre nom, prénom. C'est-à-dire, en gros, en entreprise individuelle, ce sera Jean Dupont, l'enseigne, ce sera du ruisseau qui court, hein, par exemple. Voilà. Alors que la société, ce sera du ruisseau qui court. Si elle veut ajouter son nom et prénom, elle peut le faire dans l'ensemble, c'est-à-dire qu'elle mettra Jean Dupont du ruisseau qui court. Bon, je sais, c'est pas génial, mais en gros, c'est juste pour vous expliquer. D'accord? Voilà. Alors ensuite, dans votre projet, vous allez vous poser les bonnes questions. Encore une fois, vous n'allez pas rentrer dans les détails, mais vous allez vous poser les bonnes questions. Alors, Sophie, l'auto-entreprise, comme la micro-entreprise, je rappelle que la micro-entreprise, qui était anciennement le nom de l'auto-entreprise jusqu'en 2018, d'accord? C'est-à-dire que jusqu'en 2018, on parlait d'auto-entreprise. À partir de 2018, on parle de micro-entreprise. La micro-entreprise n'est qu'un régime fiscal de l'entreprise individuelle. D'accord? Ce n'est pas un statut juridique à part entière. Ce n'est qu'un régime fiscal et social. D'accord?
Et d'ailleurs, en société, il n'y a pas de régime micro. Ça n'existe pas. Ok? Donc, quand on arrive à l'élaboration du projet, il faut se poser les bonnes questions. Sans rentrer dans les détails, en tout cas à ce stade, on va se poser les questions de savoir qui est la clientèle. C'est-à-dire à qui vous allez vous adresser, à qui vous allez vendre votre produit. La deuxième question, ça va être qu'est-ce que vous allez apporter comme valeur ajoutée à vos clients. D'accord? Ça veut dire qu'est-ce que vous allez leur apporter en plus, que ce soit en bien-être, que ce soit, je ne sais pas moi, n'importe quoi, en avantage financier, je ne sais pas. D'accord? Tout dépend du produit. Il faut réfléchir à ce que vous allez apporter en plus, non seulement à vos clients, mais surtout par rapport à vos concurrents. Et donc, dans la formation que j'ai créée, d'ailleurs en stratégie commerciale, j'explique en long, en large et en travers, justement, comment il faut réfléchir pour aborder sa clientèle, la trouver et surtout la fidéliser. Parce que, encore une fois, il y a des choses à faire et à réfléchir. Ceux qui sont en formation avec moi en ce moment en création d'entreprise, donc soit agricole ou pas, savent de quoi je parle. Normalement, surtout s'ils sont arrivés à peu près au module 3, hein, quand on commence à parler du module d'installation, ils savent que je donne effectivement pas mal de conseils sur ce truc-là parce que c'est quelque chose auquel les entrepreneurs souvent ne pensent pas. Alors ensuite, vous allez réfléchir aux options de communication. Alors, comment vous allez communiquer par rapport à vos produits? Est-ce que ça va être par Internet? Est-ce que ça va être par des flyers? Est-ce que, voilà, d'accord? Vous allez expliquer à peu près, encore une fois, pas dans le détail, vous allez expliquer à peu près comment vous allez communiquer sur votre produit. Ensuite, vous allez expliquer de quelles ressources vous disposez aujourd'hui. Donc, que ce soit des ressources humaines, par exemple des associés, des conjoints, etc. Des enfants peut-être, hein, des enfants qui sont majeurs et qui peuvent participer. Les ressources financières, vous avez peut-être des apports déjà, vous avez peut-être que vous travaillez encore, hein, vous êtes peut-être encore salarié, vous avez peut-être une autre activité indépendante que vous souhaitez soit développer, soit mettre en balance, c'est-à-dire mettre avec, hein, pour lancer cette nouvelle entreprise ou pour peut-être reprendre l'entreprise qui était là avant, hein, qui sait, vous aurez peut-être envie de l'ajouter, hein, à ce que vous voulez faire. Et surtout aussi les partenariats que vous envisagez. N'oubliez pas que même sur une toute petite structure, vous pouvez, et d'ailleurs généralement, c'est parce que vous n'y pensez pas, mais vous avez besoin d'autres personnes. D'ailleurs, je le dis souvent, quand on ne peut pas faire quelque chose, quand on a une idée d'un projet, et que soit on manque de compétences, on manque de temps, on manque de finances, etc., si vous ne pouvez pas faire quelque chose, faites-le faire par les autres. Ça, c'est super important. Après, tout dépend de ce que ça va vous coûter, évidemment. Mais si vous savez que l'argent rentre, forcément, eh bien, vous allez pouvoir prendre quelqu'un qui va vous coûter moins cher que les recettes que vous pensez engendrer. Évidemment, c'est quand même le but du jeu, hein. Et dans ce cas, vous allez pouvoir développer peut-être plus vite, hein, votre activité par rapport à ça. Donc, n'oubliez pas les partenaires éventuels. D'accord? Ensuite, deuxième thème, qui peut être avant, hein, je veux dire là je l'ai pris comme ça, mais ça peut être avant, ça va être de parler de vous, justement, en tant qu'entrepreneur. Comme je disais tout à l'heure, vous êtes le moteur de ce projet. C'est vous qui avez l'idée. Oui, l'expert comptable peut être un partenaire, Agnès, tout à fait, tout à fait. Vous êtes le moteur de ce projet. C'est vous qui avez l'idée, alors vous tout seul ou avec d'autres, hein. C'est vous qui avez plein d'idées sur comment faire, sur combien de temps, etc., avec quels produits, euh, avec quels moyens techniques, humains, financiers, etc. C'est vous comment dire, qui êtes le moteur de ça. Donc c'est à vous de le mener et donc c'est à vous d'agir, hein, pour que ça fonctionne bien. Alors, comme je disais tout à l'heure, oui, on peut avoir besoin des autres, mais n'oubliez pas, c'est vous. D'accord? Donc ça veut dire que vous allez expliquer comment. Alors, vous pouvez par exemple faire 3 petites phases, hein, pour parler de vous et du projet en tant que tel. Vous pouvez par exemple expliquer dans une première phase comment vous est venue l'idée, c'est-à-dire quel a été un petit peu votre cursus, pas scolaire, mais on va dire un peu professionnel. Alors ne vous étalez pas,
hein, faites une dizaine de lignes à peu près, et encore, sur votre parcours professionnel jusque-là. Hein. Vous allez vous allez expliquer, ben, je sais pas, vous sortez d'HEC, que vous avez toujours voulu faire une activité commerciale, hein, par exemple, voilà. Bon, c'est un exemple, évidemment. Tout le monde n'est pas sorti d'HEC pour monter une entreprise, et heureusement. Bon. Vous allez évidemment expliquer si vous avez des diplômes, hein, par exemple, si vous avez fait des formations, si vous avez des compétences que vous avez acquises, soit en étant salarié dans une entreprise, hein, soit par vous-même, hein, que vous avez voulu vous former pour acquérir les compétences nécessaires, hein, pour ça. Et vous allez expliquer aussi qu'est-ce qui vous attire en fait dans ce projet. Hein, ça c'est important. Bon. Donc déjà, vous allez expliquer dans cette première phase comment vous en êtes arrivé là. Hein. Ensuite, dans la deuxième phase, vous allez expliquer, on va dire, le projet en lui-même, c'est-à-dire vous, qu'est-ce que vous avez, euh, qu'est-ce que vous avez comme idée, en fait. Voilà. Qu'est-ce que vous avez comme idée au niveau du projet, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes en phase de création, est-ce que vous êtes en phase de reprise, est-ce que vous avez encore besoin de temps pour finaliser certaines choses, etc. Et la troisième phase, vous allez expliquer, en fait, où est-ce que vous voulez aller. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui est en début, qui, par exemple, qui veut devenir éleveur, par exemple, hein, et bien qui a pas beaucoup de reproducteurs, voire pas du tout, hein, et bien il va expliquer dans son business plan qu'il va acquérir et bien 3 ou 4 femelles, par exemple, et puis un mâle ou deux, je ne sais pas, hein, peu importe. Quelqu'un qui est coiffeur, par exemple, il va se dire, ben voilà, j'ai besoin d'un salon ou pas, parce que ça dépendra s'il va vouloir faire quelque chose à domicile ou, euh, comment dire, ou dans un salon, hein, à la vue de tout le monde, etc. Oui, Karine, c'est un peu une lettre de motivation, c'est tout à fait ça. Hein, voilà. Sauf que c'est pas du genre, bon, bah, je vais faire machin. Non, il y a quand même des paragraphes, on peut écrire comment dire, en dossier. Hein, voilà. Donc, attention à ça. Ok. Alors, vous inquiétez pas pour le bruit derrière, donc il y a déjà mon ordinateur qui fonctionne toujours. Et puis surtout, j'ai des chiens dans la chambre, donc quelquefois ça éternue, donc ça peut arriver, hein, des petits bruits. Vous allez expliquer aussi vos atouts hein, dans ce projet, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que vous êtes devenu entrepreneur, donc peut-être un petit peu avant, ou qu'est-ce qui fait que vous allez le devenir. Quelles sont vos qualités intrinsèques, vos qualités relationnelles, vos qualités, votre expérience antérieure. Par exemple, vous pouvez très bien devenir entrepreneur de maçonnerie parce que vous avez passé 20 ans à être salarié d'une entreprise de maçonnerie. D'accord. Voilà. Ça, il faut vraiment tout mettre en avant, tout ce qui peut aider la personne qui est en face, si vous devez présenter votre projet à quelqu'un d'autre, et ce qui est effectivement dans 90% le cas, hein, eh bien, il faut expliquer pourquoi vous êtes capable de monter un projet comme celui-là. Alors, ne vous dénigrez pas, ne vous dites pas ah ben non, je ne suis pas capable, etc. Si vous avez déjà ce projet-là, si vous êtes déjà en phase de business plan, c'est que vous êtes décidé à le faire. Alors montrez que vous êtes décidé à le faire. D'accord. Voilà. Et monter en quoi ben, vous irez jusqu'au bout. Hein, donc ça veut dire que vous allez montrer votre persévérance, vous allez montrer tout ce qui fera que vous irez au bout de votre projet. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que vous allez montrer aussi? Eh bien, comme je disais tout à l'heure, diplôme, compétences, etc. Ça va montrer en fait à la personne en face que vous avez acquis certaines euh, données, si je puis dire, qui prouveront que vous êtes capable de faire cette activité, de rentrer dans le truc. Alors, les diplômes, comme on sait très bien, hein, ça ne fait pas tout, hein, on le sait. Ça peut être aussi des formations, ça peut être une expérience que vous avez acquise, mais sur le tas. Hein, c'est ce qu'on appelle, comment on appelle ça, des autodidactes. D'accord. Voilà. C'est des gens qui ont appris sur le tas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas faire correctement. Au contraire. D'accord. Alors, évidemment, Camille, on peut prendre un courtier. Et d'ailleurs, je vais y revenir à la fin, mais je le conseille fortement. D'accord. J'expliquerai à la fin pourquoi. D'accord. Voilà. Vous allez aussi définir dans cette partie de présentation de vous-même, hein, si je puis dire, vous allez énumérer les aides dont vous allez pouvoir bénéficier, que ce soit sur le plan humain, ça peut être des soutiens amicaux, ça peut être des futurs associés, ça peut être des liens familiaux,
et vous allez expliquer leur rôle, au moins dans le début de votre entreprise ou dans sa réorientation. Quel rôle ils vont avoir dans ce projet. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est vraiment deux points qu'il faut faire avant, hein, parce que si en plus vous présentez votre projet à quelqu'un, c'est carrément une mise en bouche, quoi. Ok? Voilà. Ensuite, évidemment, eh bien, on va attaquer le gros du truc, c'est ce qu'on appelle l'étude de marché. Alors, l'étude de marché, telle qu'on l'entend, telle que vous l'entendez souvent à la télé, ça va être de prendre une société qui va, comment dire, vous demander quelques précisions sur ce que vous cherchez, qui va se mettre en chasse et qui va vous dire, bah, écoutez, on va faire sur un panel de gens et on va faire une étude de marché pour voir un petit peu qu'est-ce que vous pourriez avoir comme clientèle. Alors, c'est une solution, mais ça coûte de l'argent. D'accord? C'est pas donné, hein. Je crois qu'une amie à moi, je ne sais pas si elle sera là ce soir, une amie à moi m'avait parlé d'à peu près dans les 1500, 2000, 3000 euros. Donc faites très attention, ok, si vous embarquez dans quelque chose comme ça. Surtout si vous avez un projet qui est national, ça peut monter très très vite. D'accord? Bon. Donc, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme solution? Pas de rechange, si je puis dire, mais des solutions très simples, hein, qu'on peut mettre en place et qui peuvent vous aider à étudier votre clientèle. Alors, d'abord, avant toute chose, avant n'importe quoi, il faut que vous compreniez un point essentiel. Si vous ne savez pas, si vous ne savez pas à qui vous vous adressez, vous ne pourrez pas vendre votre produit. Ça veut dire on ne met pas une activité en route, on ne met pas un projet en route uniquement parce qu'on a envie de vendre quelque chose qui nous plaît. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez avoir une idée, mais alors, géniale, subliminale, tout ce qu'on veut, d'accord? Et être le seul sur Terre à vendre ce produit, enfin en tout cas à proposer ce produit. Si en face de vous, le ou les clients n'ont pas besoin de ce produit, jamais vous le vendrez. Donc, la première chose à faire, c'est de définir le besoin de vos clients. Alors, on va dire que dans toutes les autres activités hors élevage, euh, c'est un point essentiel. Au niveau de l'élevage, soit de chiens, de chats, etc., effectivement, on est plutôt sur le problème inverse. C'est pour ça que je ne m'étalerai pas dessus. On a plutôt le problème inverse, c'est-à-dire que les éleveurs, surtout en ce moment, ont plutôt énormément de demandes donc pour vendre des chiots ou des chatons, ou autre chose, des furets même éventuellement, plutôt que de rechercher évidemment des familles, hein. Donc ça veut dire que les éleveurs ont énormément tendance à essayer de faire le tri, hein, au niveau des demandes, plutôt que l'inverse. Donc je ne m'étendrai pas sur la question, puisque à ce niveau-là, le besoin, il est là. Alors, justement, finalement, ça me rappelle une petite chose à vous dire, c'est que n'oubliez pas, par exemple, que le chien et le chat, ou le furet, peu importe, ce sont des produits de luxe, entre guillemets. Hormis, si on veut faire un travail avec un chien, par exemple, hein, par exemple, garder une propriété, un chien guide d'aveugle, etc. Hormis ça, le chien et le chat ne sont que des produits de luxe. Ça veut dire que c'est des choses dont vous pouvez parfaitement vous passer. Dans le milieu du handicap, par exemple, ça peut être aussi, le chien est beaucoup utilisé en tant que thérapie, hein, tout à fait. D'accord? Donc, on exclut ces cas-là. Dans 99% des cas, hein, c'est vraiment un produit de luxe. Ça veut dire d'un truc dont vous n'avez absolument pas besoin. Et pourtant, le monde de l'animal de compagnie est aujourd'hui au troisième ou quatrième rang mondial du marché. Vous imaginez? Après la drogue, les armes et peut-être la prostitution. D'accord? Bon. Donc, bonjour tous ceux qui arrivent là maintenant. Ce que je veux dire, c'est que le besoin n'est pas forcément quelque chose d'absolument vital. C'est simplement de faire naître le besoin chez quelqu'un qui ne pensait pas, justement, qu'il en avait besoin. Et ça, c'est peut-être ce qu'il y a de plus dur, d'accord? Ou faire naître un besoin qui est déjà là, d'accord? Et l'exploiter. Ok? Voilà. Donc, ça, c'est vraiment primordial à garder en mémoire. C'est vraiment, vraiment, vraiment essentiel. C'est de détecter le besoin du client. D'accord? Ensuite, il faut que vous établissiez un peu quelques chiffres.
C'est-à-dire que, bah, hormis encore une fois les ventes de chiens et de chats, hein, par exemple, vous voulez être coiffeur, vous êtes esthéticien, plombier, je ne sais pas moi, toiletteur, géomètre, voilà, hein, toutes les activités sont concernées. Il faut que vous ayez un petit peu un aperçu de ce qui se passe quand même, d'accord? Il faut que vous sachiez, ben, par exemple, qu'est-ce qui se vend aujourd'hui. Bon, même si ce n'est pas l'essentiel, puisque, bon, voilà, comme je disais tout à l'heure, il faut faire naître le besoin, et on peut le faire naître par hasard, hein, voilà. Il faut quand même savoir un petit peu ce qui se passe. C'est-à-dire, comment le marché est-il aujourd'hui? Comment il va évoluer dans les quelques années qui vont venir? Est-ce qu'il y a un futur possible? Si c'est pour s'embarquer dans une activité qu'on sait parfaitement qu'il n'y a pas de clientèle, c'est pas la peine de se mettre dedans. D'accord? Faire naître le besoin, c'est bien. Arnaquer les gens, non. Ok? Bon. Voilà. Alors, attendez, je lis un petit peu les messages. Tac, 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 business plan. Oui, donc on peut aller soit au banquier faire le business plan. Alors, il y a des banquiers qui le font gratuitement, d'accord? Mais généralement, c'est que ils attendent quelque chose derrière. L'emprunt, éventuellement, des choses comme ça. Mais les experts comptables aussi font des business plans, hein. Voilà. Euh, oui, alors très compliqué en chien, Aurélie, non. Je pense que, comme tout, aujourd'hui, on est dans une phase, au contraire, où il y a énormément de demandes. Donc, si un éleveur n'arrive pas à vendre ses chiots ou ses chatons, c'est qu'il y a un problème. Et ce n'est pas le problème de la race en question. Ça, c'est sûr. Oui, Agnès, on peut très bien faire une recherche nous-mêmes sur Internet, sur les questionnaires, les enquêtes, etc. Des sondages, hein, par exemple. Moi, par exemple, je préconise beaucoup le sondage, hein. Alors, pas le sondage du genre bonjour tout le monde, est-ce que vous voulez bien acheter mes produits? Est-ce que vous en avez besoin? Non. Ok? Non, on n'arrive pas comme ça dans un sondage. On essaie de se mettre à la place justement du futur client. Donc, ça, j'explique bien dans les formations que je fais. Et c'est vrai que ça marche très très bien. Il y a aussi donc les questionnaires effectivement sur Google Forms, hein, tu as raison. Ok. Tac, tac, tac. Mhm. Alors, en fait, le nombre de réponses, Camille, le nombre de réponses à l'étude, pour moi, et encore une fois, ce n'est que moi, n'est pas le plus important. Le plus important, en fait, ce sont les réponses en tant que telles. Ce sont elles qu'il faut analyser. Que tu en aies 10 ou 25 ou 350, peu importe. D'accord? Alors, ensuite, oui, les réseaux, effectivement, Agnès, famille, amis, entourage, tout à fait. Tout à fait. Euh, alors, maintenant, les données sur les concurrents, on va dire qu'il y a un moyen de les récupérer de façon très très facile. Comme je disais tout à l'heure, c'est un peu comme les sondages. On n'arrive pas les pieds dans le plat en disant bon, bah écoutez, j'ai envie de vendre un truc, est-ce que vous en avez besoin? Non. Quand on veut avoir les données sur les concurrents, il y a une méthode très simple, c'est de se faire passer pour un client, tout simplement, et de poser les bonnes questions. Eh oui, ça paraît idiot, hein, mais c'est ça. Voilà. Alors, budget prévisionnel, voilà. Donc, comme je l'ai expliqué au début, Gwendoline, le budget prévisionnel n'est pas le business plan. Le budget prévisionnel n'est que les chiffres. Le business plan est ce qui explique les chiffres. D'accord? Donc, pour en revenir à notre histoire de marché, étudier le marché tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il va être dans le futur, en tout cas essayer d'estimer, hein, et essayer de voir peut-être en lisant des articles sur internet, vous tapez des mots-clés hein, par rapport à votre activité, vous mettez un truc du style coiffeur, secteur en vogue, ou un truc un petit peu plus compliqué, genre géomètre de maison de luxe, je sais pas, par exemple, voilà. Hein, essayez de cibler un peu ce que vous voulez faire et tapez les mots-clés sur Google et voyez un petit peu ce qui sort. Non, du tout d'ailleurs, Agnès. Je ne triche pas quand je me fais passer pour un client. Au contraire, je me mets à la place du client et je pose les bonnes questions pour savoir, et d'une, ce qu'il fait lui, et savoir ce que moi j'ai besoin. Parce que, dites-vous bien une chose, et ça par contre je vais vous décevoir, et je le répète souvent dans mes formations, c'est que si vous avez une idée en tête, si vous vous posez, vous, des questions, je suis désolée de vous dire que vous n'êtes pas les seuls. C'est ballot, hein? Ouais, vous n'êtes pas les seuls.
Ça veut dire que si vous avez, vous, des idées, des choses dont vous avez besoin, vous, dites-vous bien une chose, c'est qu'il y a probablement 20 000, 50 000, 300 000, 15 millions de personnes qui ont les mêmes idées et donc les mêmes besoins que vous. D'accord? Ça, à retenir. Ok? Pour l'élevage, encore une fois, je ne m'étalerai pas sur la question. D'accord? Aujourd'hui, un éleveur qui ne vend pas ses produits, quand je dis produits, encore une fois, c'est pas péjoratif. D'accord? Qui ne vend pas ses chiots et ses chatons, c'est qu'il a un problème de communication. D'accord? Non. Alors, ensuite, vous allez étudier, donc dans votre étude de marché, vous allez étudier évidemment la concurrence. Tu vois, Agnès, on y vient. Donc, ça veut dire que vous avez les données qui sont identifiables par tout le monde, hein, et que vous pouvez trouver partout sur Internet. Donc, par exemple, allez visiter leur site, allez voir leur page Facebook, hein, les réseaux sociaux. C'est vraiment très, très, très consultable. Hein, c'est ce qu'il y a de plus consultable aujourd'hui. Alors, Dame Nature, évidemment, mais Karine, on part du principe que tu as des animaux à vendre. Donc, je parle du fait de ne pas pouvoir vendre, pas dans le fait que tu n'en aies pas. Le fait simplement, merci Isaac, le fait simplement que tu aies des animaux à vendre et donc qui sont proposables. Si tu n'en as pas, là effectivement, on ne peut pas faire grand-chose, ma pauvre poulette. D'accord? Bon, là je ne peux rien faire parce que là je n'ai pas de baguette magique pour te pouvoir te créer plein de petits bébés chiens ou bébés chats que tu vas pouvoir vendre après. Moi je te parle de la fonction de vente. D'accord? Je ne te parle pas de la fonction de production. Ok? Alors, donc, vos concurrents, hein, donc, il faut absolument savoir qu'est-ce qu'ils vendent, comment, à quel prix, etc. Et donc, le seul moyen, donc, outre les données que vous pouvez consulter un peu partout, hein, il y a le seul moyen, eh bien, c'est de contacter vos concurrents en vous faisant passer, alors je sais, c'est un gros mot, mais c'est pas de la triche, c'est simplement de poser les bonnes questions en tant que client, parce que, tout simplement, parce qu'un jour ou l'autre, je sais pas, moi, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 15 ans, vous serez peut-être client de cette entreprise-là, qui sait? D'accord? Donc, c'est pas de la tricherie, c'est juste de poser les bonnes questions et de se mettre dans la bonne situation. D'accord? Voilà. Alors, ensuite, évidemment, vous allez justement étudier votre clientèle. Donc, ça, c'est ce qu'il y a de plus important, évidemment, puisque si vous n'avez pas de clientèle, ben, vous n'avez pas de vente. Ça me paraît évident. Ok? Bon. Alors, il n'y a pas 36 solutions. Cette clientèle, soit vous la connaissez, soit vous ne la connaissez pas. Alors, quand je dis vous la connaissez, c'est pas genre vous avez plein de gens sur les réseaux sociaux que vous avez au moins parlé au moins une fois, ou des amis, de la famille, etc. Quand je dis vous la connaissez, ça veut dire simplement c'est une clientèle dont vous connaissez les besoins. D'accord? Quand je parle de connaître, c'est une clientèle dont vous connaissez les besoins. Voilà. Ok? Voilà. Et quand vous ne la connaissez pas, ça veut dire en fait que ben, finalement, vous ne savez pas trop à qui vous adresser. Okay, vous avez un projet, vous avez une idée, mais finalement, ben, vous n'avez pas réfléchi au problème et vous posez la question en fait, est-ce qu'ils auront besoin de mon produit? Est-ce que je vais arriver à le vendre? Bon. Je voudrais justement, par rapport à ceux qui sont toujours, qui ont toujours des croyances limitantes, comme on appelle, hein, donc toujours, quand on leur dit un truc de positif, ils disent toujours, mais oui, mais non, ok? Bon. Il y a un truc quand même que je rappelle souvent, tout le monde connaît Nutella, d'accord? Bon, vous connaissez Nutella, ne serait-ce que par rapport au nom, par rapport au partage médiatique, parce que vous en avez déjà acheté, parce que, bon, je ne rentre pas dans le conflit huile de palme et compagnie, c'est pas le sujet, d'accord? Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez forcément, hein, qu'est-ce que je veux dire? Vous avez forcément connu, vous connaissez forcément Nutella. Et puis vous en avez certainement vu à l'Intermarché du coin, peu importe. Bon. Par contre, euh, quand vous allez justement au supermarché du coin ou à la petite boutique du coin, hein, parce qu'il faut faire travailler les commerces locaux, hein, quand même, voilà, eh bien, vous avez le Nutella que vous connaissez et vous avez les pâtes à tartiner à côté. Comment, sincèrement, est-ce que, enfin, posez-vous la question, est-ce que vous croyez sincèrement que la boutique ou l'intermarché du coin, est-ce qu'il va s'amuser à acheter du stock de pâte à tartiner et donc dépenser pas mal d'argent, d'accord, pour acheter ce stock et le mettre à côté du Nutella s'il n'était pas sûr de les vendre? Posez-vous la question, d'accord? Donc, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire qu'il y a une clientèle pour le Nutella
et il y a une clientèle pour la pâte à tartiner. Ça veut dire que vous avez une clientèle pour tout. Il y a 67 millions de gens dans ce pays. Je n'imagine même pas sur le plan international ce que vous pouvez faire. D'accord? Donc, vous avez de la clientèle possible. Le plus difficile, on va dire, à faire, c'est évidemment de trouver cette clientèle, de la définir et ensuite de la trouver. Et donc ensuite pour pouvoir lui parler et donc lui communiquer avec elle. Ok? Alors, je vais vous donner quelques une petite astuce en fait. Si vous ne savez pas trop où est-ce que vous allez, quelle que soit l'activité que vous voulez faire, encore une fois, l'élevage de chiens ou de chats, on oublie, hein, puisque c'est plus le problème inverse. Attachez-vous en fait aux catégories socio-professionnelles. Demandez-vous par exemple si ça s'adresse aux enfants ou ça s'adresse aussi aux enfants. C'est-à-dire que c'est pas forcément, vous n'allez pas avoir un produit expressément pour une catégorie. Hein. Vous pouvez avoir un produit qui concerne tout le monde, heureusement, heureusement. Mais en tout cas, des questions à se poser sur les enfants, les parents, les hommes ou les femmes, des gens qui travaillent ou qui ne travaillent pas, des personnes qui sont fragiles. Donc quand je dis fragile, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les personnes qui sont malades peut-être et qui sont isolées chez elles. Voilà, qui peuvent pas, les personnes qui sont en manque de locomotion pour X raisons. Ça peut être des personnes qui sont soit en situation de handicap, mais ça peut être aussi des gens qui n'ont pas de véhicule, par exemple, et donc qui ne peuvent pas aller voir vos produits, si vous avez un local, par exemple, parce que justement, elles ne peuvent pas se déplacer, qu'il n'y a pas de moyen de locomotion autre, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de métro, il n'y a pas de vélo, il n'y a pas tout ce qu'on veut. Eh bien, ces personnes-là, il faut aussi y penser. Il y a des personnes qui sont seules. Vous avez aussi les citadins par rapport aux campagnards. Vous avez des gens avec ou sans véhicule, donc avec ou sans moyen de locomotion. Des personnes qui ont une consommation, on va dire, habituelle ou une consommation de choses inhabituelles. Des gens qui ont la bougeotte ou des gens qui sont pantouflards. D'accord? Donc, prenez note de tout ça. De toutes ces catégories socio-professionnelles, il y en a d'autres sûrement auxquelles je ne pense pas, ce sont que des exemples. Mais posez-vous la question, est-ce que votre produit peut être consommé, entre guillemets, par une ou plusieurs de ces catégories? Ça déjà, ça va être un bon point. D'accord? Voilà. Donc, au niveau de l'étude de marché, c'est à peu près tout ce qu'il faut voir pour essayer de cibler sa clientèle. D'accord? Voilà. Ensuite, le gros point souvent, évidemment, ça va avec, ça suit, si je puis dire, c'est ce qu'on appelle la stratégie commerciale, stratégie marketing, etc. Bon, en fait, ça va être non seulement de définir le produit que vous voulez vendre, mais aussi la façon dont vous allez communiquer et la façon dont vous allez donc le vendre aussi plus tard. D'accord? Donc la première chose à savoir, c'est quel est votre ou vos produits, parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Est-ce que ce sont des produits physiques ou est-ce que ce sont des produits des prestations de services. D'accord? Donc, n'oubliez pas que l'animal est un produit physique. C'est un bien physique aux yeux de la loi. Voilà. Donc, je rentre ça là-dedans. Ensuite, excusez-moi. Non, c'est pas sorti. Demandez-vous si vous vendez des produits, encore une fois, dans l'animal de compagnie, il n'y a rien de péjoratif. D'accord? Vous avez, même dans l'animal de compagnie, demandez-vous s'il y a plusieurs couleurs, par exemple, de chat ou de chien, ou de furet, ou d'oiseau, ou de cheval, enfin peu importe. Demandez-vous s'il y a des couleurs qui sont plus recherchées que d'autres, même si dans l'animal de compagnie, on le sait, on vend d'abord un cœur avec du poil autour, 4 pattes, 2 oreilles et une queue, en général, bon, pour ce qui concerne les mammifères. Et de ce fait, plusieurs chambres, de ce fait, il y a forcément des goûts et des couleurs qui seront différents quand même, malgré le fait que vous ayez une éthique et que vous vouliez vendre des animaux et donc forcément avec toutes les restrictions et toutes les précautions à prendre dans ce type de vente, il n'empêche qu'il y a des modes, il y a des goûts, il y a des choses qui se vendent plus facilement que d'autres. Voilà, donc on va exclure ce côté-là, mais même si ça les concerne. Mais par exemple, vous voulez être coiffeur, vous allez vous demander si vous allez juste faire de la coiffure, donc en tant que prestation de service, ou si vous allez vendre des produits. Si vous avez des shampoings qui vont avec, par exemple. Bon. Vous voulez être plombier,
vous allez vous demander si vous voulez être que réparateur ou si vous voulez vendre aussi du matériel. Bon. Il y a plein de choses comme ça. Par exemple, il y a beaucoup tout ce qui est réparation. Au niveau de l'informatique, tiens, par exemple. Au niveau de l'informatique, on peut être juste quelqu'un qui fait que de la réparation, comme on peut être quelqu'un qui ne fait que de la revente de matériel ou que de la vente de matériel. D'accord? Donc, il peut y avoir toutes les solutions possibles. Alors, Karine, je ne comprends pas la question. Plusieurs chambres. Par rapport à quoi? Oula, je sens que j'ai un dragueur, on va dire, professionnel dans le lot des gens qui sont connectés ce soir. Bon. Donc, bien définir votre produit. Ce que c'est, si c'est un produit physique ou prestation, et donc de le décrire. Ça paraît évident. Hein. Demandez-vous justement s'il y a plusieurs gammes. Par exemple, si, tiens, des gens qui vendent des croquettes, par exemple. Eh bien, il faut savoir si il y a, si vous vendez des croquettes que pour les chiots ou les chatons, si vous voulez vendre des croquettes pour les seniors, si vous voulez vendre des croquettes pour les adultes, si vous voulez vendre des croquettes pour les chiens sportifs, par exemple, si vous voulez vendre des croquettes pour des chats qui sont stérilisés, hein, ou castrés, par exemple. L'agriculture peut être du service. Tout ce qui n'est pas... Alors, je voudrais définir au niveau de l'agricole, parce qu'évidemment, on est sur un truc un petit peu litigieux. Vous retransit présent, ouais. Bon les filles, bon, merci. Bon. Pour une fois qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à moi, franchement, vous me découragez les filles. Bon, donc ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de l'agricole, hein, en tant que tel, vous avez ce qu'on appelle les activités d'agriculture pure, qui sont tout ce qui est élevage et tout ce qui est culture, d'accord? Donc tout ce qui est travail de la terre et tout ce qui est élevage. Vous avez par contre des activités agricoles qui ne sont pas des activités d'agriculture, mais qui sont d'ailleurs en général tout ce qui est prestation de services autour des activités d'agriculture. Donc les activités agricoles, on va avoir des toiletteurs, des gérants de pension, des masseurs, hein, sans penser à mal, hein, des masseurs. Mais oui, pour chiens et pour chats, ça existe. Même pour chevaux, il y a des masseurs. Des taxis animaliers, des soigneurs, des éducateurs, des comportementalistes, etc. Donc tout ça, ce sont des activités agricoles, mais pas des activités d'agriculture. Ça veut dire que autant les activités d'agriculture et quelques-unes d'extension, hein, d'agriculture dépendent de la MSA, ok, euh, mécano agricole. Hein. Et donc il y a par exemple, vous avez la pension pour chevaux, par exemple, qui est une prestation de service complète. Eh bien, elle dépend de la MSA parce qu'apparemment, elle est une extension de l'élevage de chevaux. D'accord? Le métier de paysagiste, par exemple, qu'on pourrait penser comme vraiment une prestation de service, puisque généralement, ce sont des personnes qui vont faire de la déco, etc., chez les autres, hein, eh bien, a priori, ça dépend de la MSA aussi. Donc, voilà. Attention à ça. Hein, ok, voilà. Le dressage pour chevaux aussi dépend de la MSA aussi, a priori. C'est ça, Agnès? Tu parles du dressage de chevaux ou du dressage de chiens et de chats? Parce que le dressage normalement de chien et de chat, dressage de chat. Déjà, bon, le dressage de chien dépend de l'URSSAF. Donc tout ce qui est activité agricole et qui ne sont pas des extensions dont je viens de parler, hein, dépend de l'URSSAF, bien qu'étant des activités agricoles. Ok? Donc faites très attention à ça. Alors, donc définir des gammes ou des catégories. Ça veut dire que si votre produit se décline en gamme ou en catégorie, ah, en parlant de chien, ben, le dressage de chien fait partie de l'URSSAF, Agnès, hein, ne fait pas partie de la MSA. Ça fait partie de l'artisanat d'ailleurs. Donc, si vous avez un produit qui se décline en gamme ou en produit, en catégorie, pardon, définissez-le et mettez-le dans votre business plan. Okay. Ensuite, vous avez parlé évidemment de la marge, hein, que vous allez dégager. Il est évident qu'il faut dégager une marge. Si vous vous amusez à vendre des produits qui vous coûtent aussi cher, voire plus cher que ce que vous allez vendre, je pense que vous n'allez pas tenir longtemps. D'accord? Bon. Oui, c'est Emma, Agnès, tout à fait. Donc, n'oubliez pas que vous devez calculer le montant de votre marge, c'est-à-dire ce qui vous restera de la vente de votre produit une fois que vous avez déduit toutes vos charges inhérentes à ce produit, hein, ou inhérentes
à cette gamme de produits. Ça peut être vu sur un ensemble, hein. D'ailleurs, en général, c'est ce qui se fait. Alors, on va dire, petite astuce, petit conseil, tout ce qui est petits produits, on va dire ça comme ça, hein. Le rapport entre ce que ça vous coûte et ce que ça doit vous rapporter, il doit être de 1 à 3. Ça veut dire que pour 1 € qui rentre, il y en a 3 qui doivent sortir. Ok, c'est exactement le contraire. Pour 1 € que ça coûte, il faut qu'il y en ait 3 qui rentrent. D'accord? Ça, c'est essentiel. Pourquoi? Parce que bah, le premier tiers, ça va être vraiment l'achat, tout ce que ça va vous coûter. Le deuxième tiers, on va dire que ça va servir à payer vos charges, mais on va dire tout ce qui est administratif, hein, c'est-à-dire vos cotisations, etc., vos impôts, etc. Et le troisième tiers, c'est pour vous. Donc, soit pour réinvestir, soit pour vous, hein, pour en bénéficier vous, pour en profiter vous, hein. Donc, on est vraiment sur 3 tiers. Pour des produits on va dire, de euh, moyenne taille, hein, on va dire des produits relativement chers, ce rapport est plutôt de 1 à 2. D'accord? C'est-à-dire que pour 1 € qui sort, vous pouvez en rentrer que 2. On va dire ça comme ça. Parce que de toute façon, ce sont des produits qui sont chers déjà à la base. Donc forcément, vous aurez assez peu de marge. Forcément. D'accord? Et ensuite, pour des produits qui sont très chers et nécessitant vraiment de l'achat de produits très chers, on va dire que le rapport, il peut être de 1 à 1,5. Okay? Ça veut dire que si vous vendez un produit qui est déjà cher à la base, soit il faut que vous en vendiez beaucoup, soit on va dire que il faut que vous soyez sûr de peut-être avoir une autre activité à côté qui puisse compenser le peu de marge que vous faites sur ce produit-là. Okay? Bon, soit à la limite vous êtes très connu, vous en vendez beaucoup, etc. Bon. Donc essayez de garder un petit peu ces, comment dire, un peu ces données, hein, voilà. Oui, Anne Ségolène, vente de croquettes et transport, URSAF, tout à fait, exactement. Ensuite, au niveau des prix, il va falloir les définir quand même. Vous voyez, tout à l'heure, on vient de parler des ratios, hein. Là, il va falloir vraiment parler des prix. Donc, pareil que tout à l'heure par rapport à la clientèle, essayez de voir un petit peu autour de vous quel prix sont vendus les produits en question, hein. Essayez de vous faire une espèce de fourchette du prix minimal en dessous duquel vous ne pourrez pas descendre et un prix au-dessus duquel vous ne pourrez pas passer, hein, voilà. Essayez de voir aussi, mentionner si vous allez faire des promos, par exemple, ou si vous allez faire des prix, pas des prix gros, mais des prix pour 2, pour 3, pour 10, voilà, ça peut être ça, hein. Peut-être que vous allez devenir grossiste, hein. C'est peut-être ça votre activité, hein, plus tard. Ensuite, il faut définir les modes et les délais de règlement. Ça, c'est important parce que c'est ce qui va définir la santé de votre trésorerie. Okay? Si vous avez constamment des gens qui payent à 90 jours et que vous, par contre, vous devez acheter des produits sur les 90 jours que vous devez payer peut-être à 30 ou 60 jours, pareil, vous allez avoir un gros problème de trésorerie et très très vite. Okay? Donc, faites en sorte d'avoir des modes de règlement et des délais de règlement différents pour que vous ayez toujours de la trésorerie qui rentre. D'accord? Ensuite, vous allez définir vos modes de livraison. Est-ce que ça va être de la vente à domicile? Est-ce que les gens vont venir chez vous? Est-ce que ça va être de la vente directe par Internet, par exemple? Est-ce que vous allez avoir des intermédiaires, etc. Ça, il faut le définir aussi. Ensuite, il faut définir la zone géographique sur laquelle vous allez vendre, hein, vos produits. Est-ce que ça va être du produit très local? Est-ce que ça va être du produit régional, etc. D'accord? Ça, il va falloir le définir de suite. Ensuite, il va falloir définir justement par rapport à la clientèle, qu'est-ce que vous allez devoir faire pour amener cette clientèle? Est-ce que vous allez devoir faire du mailing? Donc ça veut dire ce qu'on appelle les campagnes de mail, hein, ça veut dire un peu tous les mails que vous recevez dans votre boîte aux lettres, c'est ça, hein. Est-ce que vous allez téléphoner aux gens? Est-ce que vous allez faire des flyers? Est-ce que vous allez... j'en sais rien, voilà, il faut le définir. Ok? Est-ce que vous allez aller en exposition, par exemple, dans des salons, des expos, des choses comme ça? Est-ce que vous allez faire un site internet, une page Facebook? Est-ce que vous allez faire un compte Instagram, des comptes TikTok, hein, c'est les nouveaux trucs à la mode. Donc renseignez-vous, il paraît que ça marche très très bien, hein, voilà. Ensuite, vous allez définir les moyens humains nécessaires dans votre marketing. Ça veut dire, est-ce que vous allez prendre un commercial? Est-ce que vous allez faire tout vous-même? Est-ce que vous allez prendre un commercial? Est-ce que vous allez prendre un apporteur d'affaires? Est-ce que vous allez prendre des salariés? Hein? Est-ce que vous allez prendre des stagiaires, des apprentis, etc. C'est à ce moment-là
que vous allez définir un petit peu ça. Attention, rien n'est immuable, ok? Donc ce que vous définissez là aujourd'hui, tout peut se bouger plus tard, hein, selon vos besoins. Ensuite, si vous avez des produits dont vous allez faire la revente, euh, définissez un certain nombre de fournisseurs euh, auxquels vous vous fiez. N'oubliez pas, encore une fois, vous allez peut-être présenter votre business plan à des banquiers, à des investisseurs, donc il faut qu'ils croient en votre projet, hein. D'accord? Bon, ça veut dire que certainement ils connaissent les fournisseurs que vous allez nommer, et donc il faut que ce soit des gens fiables, évidemment, hein. Ensuite, il faut que vous évaluiez votre stock, encore une fois, pour des gens qui vendent, hein, du matériel, des biens, etc., de la nourriture, je ne sais pas, hein, des vêtements, enfin ce qu'on veut. Il va falloir que vous fassiez l'évaluation de votre stock actuel, si vous en avez déjà, et sa valeur. Si vous n'en avez pas, il va falloir évaluer la valeur du stock que vous allez devoir acheter dès le départ pour pouvoir revendre derrière. Et aussi la valeur du stock à atteindre, évidemment. Ensuite, il va falloir définir justement si vous allez faire où est-ce que vous allez domicilier votre entreprise au niveau de la vente en tant que telle, hein. Je ne parle pas du siège social à proprement parler. Est-ce que vous allez vendre à votre domicile? Est-ce que vous allez vendre d'un local? Est-ce que vous allez peut-être ouvrir une petite boutique dans un centre commercial? Donc, est-ce que ce sera la ville? Est-ce que ce sera la campagne? Il faut le définir et il faut l'inscrire. Ensuite, vous allez définir si vous avez besoin de faire des travaux, par exemple, hein. Donc, parce que tout ça, c'est quand même des frais, hein. Ça veut dire qu'il va falloir mettre des plans, des photos, peut-être même une carte genre Google Maps, hein, voilà. Alors, je ne sais pas, Gaëtan, est-ce que le business plan est l'équivalent du plan Canva? Je n'utilise pas le plan Canva, donc je ne peux pas te dire. Okay. La pub sur les réseaux sociaux, Agnès, tout à fait. La superficie des locaux, hein, est-ce que vous allez louer? Est-ce que vous allez acheter? Est-ce qu'il va y avoir un parking pour la clientèle? Est-ce qu'il sera gratuit ou pas? Tout ça, ce sont des éléments à indiquer dans votre business plan. D'accord? Arriver, on va dire, peut-être soit déjà au début, soit peut-être en milieu, hein, quand vous êtes en milieu de projet. Oui, c'est la zone de chalandise, Agnès, oui, tout à fait. Ouais. Est-ce que vous allez envisager tout de suite une diversification? Ou est-ce que vous allez la faire plus tard? Alors, quand on parle de diversification, ça peut être la diversification des produits, ça peut être la diversification d'activités, ça peut être la diversification des points de vente, ça peut être aussi le fait d'apporter des moyens humains supplémentaires, donc soit en embauchant quelqu'un, etc. Donc tout dépend où est-ce que vous en êtes dans votre projet, mais il faut absolument indiquer ce que vous allez faire dans un très proche avenir. N'oubliez pas que le business plan, vous allez faire sur 3 à 5 ans, hein, donc il faut envisager ce que vous allez faire. Okay. Ensuite, on a un point essentiel qui n'est pas très long, mais qui est quand même important, c'est que si vous avez déjà créé votre entreprise, c'est de définir, d'inscrire sur votre business plan, qu'est-ce que vous avez pris comme statut juridique? Est-ce que c'est une entreprise individuelle? Est-ce que c'est une société? Est-ce que vous avez, si c'est une société, est-ce que vous êtes à plusieurs? Si oui, qui fait quoi, hein? Est-ce que vous avez un capital social? Et si oui, de combien? Est-ce que vous êtes en régime d'imposition à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés? Quel est votre régime fiscal? Alors, à l'entreprise individuelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'entreprise individuelle, vous êtes ou au micro ou au régime réel, hein, alors qu'en société, c'est du régime réel. Quoi qu'il arrive, on parle bien de régime fiscal. Okay. Alors, Gwendoline, en tant qu'éleveuse, je suis à la MSA, mais si je vends des croquettes ou un service de gardiennage ou autre, il faut que je crée une autre entreprise. Alors, j'ai fait une formation expressément pour ça, Gwendoline, qui fait qu'en fait, effectivement, tu as la possibilité de garder ces petites activités-là jusqu'à un certain montant de revenus, sinon c'est direct URSSAF. Voilà. Donc ça, c'est des choses que j'explique très très bien dans la formation que j'ai créée donc sur la création d'entreprises agricoles. Spécialité chien-chat, mais ça peut être d'autres animaux, puisque j'ai eu aussi une éleveuse d'alpaga, hein, voilà, qui est venue se former chez moi. Et formalité, donc surtout, donc, qui concerne tout ce qui est formalité administrative. D'accord? Voilà. Donc il faut définir votre statut juridique, hein, et tout ce qui l'entoure, donc ça veut dire régime fiscal, etc. Mais aussi la réglementation. Il va falloir indiquer si votre nouvelle activité ou vos nouvelles activités, en fait, demandent, est réglementée. Vous avez des professions que vous ne pouvez pas, comme ça,
commencer du jour au lendemain sans avoir ou un diplôme, sans avoir un agrément quelconque, etc. Par exemple, tout ce qui est médecin, huissier, avocat, veto, etc. Toutes ces professions-là sont excessivement réglementées, hein. Bon. Vous avez aussi, par exemple, besoin d'un agrément, ce qu'on appelle vraiment un agrément, pour tout ce qui est service à la personne, hein. Tout simplement parce que c'est une activité. Alors, Gaëtan, la différence entre ma formation et celle de la BGE, c'est que la mienne, elle est spécialisée, donc chien-chat, parce qu'en BGE, ils ne connaissent pas les trois quarts du temps. Mais surtout, j'appuie sur des points essentiels. Je creuse, en fait, le sujet et surtout, je fais une étude personnalisée du projet de la personne. Ça veut dire que quand elle vient en formation chez moi, on est sur son projet à elle, pas sur celui du voisin. Et donc, on définit exactement ce dont elle a besoin pour mener son projet à terme. Oui, on peut créer d'autres activités. Donc, c'est pareil, Agnès, un protocole administratif, hein, qu'on met en place. Oui, on peut faire plusieurs activités sur une même entreprise, sur une même société, etc. La prochaine en avril, Karine. Oui, tout à fait. Merci, Agnès. Oui, effectivement, je suis du métier, je suis conseillère en entreprise, c'est vrai. Et la BGE, c'est vrai, est très généraliste, comme la CCI, etc. Mais c'est pas à négliger, d'accord. Quand on a sur un projet, surtout quand on est sur un projet d'extension, c'est quand même pas négligeable d'aller voir justement, d'ailleurs je le conseille très souvent, hein, l'expert comptable, la CCI, donc la chambre de commerce et d'industrie, la CMA, donc la chambre des métiers, le BGE, un expert comptable, se former, hein, un organisme de formation. Mais vous avez aussi des sociétés qui sont spécialisées dans la création d'entreprises. Il y a aussi effectivement les couveuses d'entreprise. Tout à fait, complètement. Tout à fait, Agnès. Complètement. Donc il y a les pépinières, tout ça. Il y a énormément de possibilités. Il ne faut jamais négliger ces structures-là. Ok. Bon. Donc je reviens à mon histoire d'agrément. N'oubliez pas que le service à la personne, par exemple, demande un agrément particulier. Je crois que ça s'appelle l'agrément Nova, mais il me semble que c'est ça, hein, mais je peux jurer de rien, à demander. Pour tout ce qui est, par exemple, activité agricole, donc le monde de l'animal de compagnie en particulier, il faut, par exemple, ce qu'on appelle l'ACACED. Donc, c'est une formation obligatoire pour tout ce qui est démarrage donc d'activité liée à l'animal de compagnie et surtout si cette activité est professionnelle. D'accord. Il y a aussi des normes qui peuvent être obligatoires. Par exemple, vous voulez ouvrir ou un restaurant ou même, par exemple, vendre de la nourriture que vous voulez livrer ensuite au niveau des repas, eh ben, vous ne pouvez pas faire votre popote chez vous tranquillement et vous imaginez que vous allez vendre des produits comme ça. Non, il faut faire une formation en hygiène qui est obligatoire et surtout, il faut une autorisation au niveau là, des DPP, donc la Direction départementale de la protection des populations. Donc, attention à ça, hein. Vous pouvez avoir comment dire, une réglementation au niveau des normes, par exemple, au niveau de la sécurité. Une société de gardiennage, par exemple, il faut que tous les gens qui travaillent au niveau du gardiennage, il faut qu'ils aient un certificat professionnel. C'est obligatoire. Donc depuis quelques années. C'est pas très vieux, mais depuis quelques années. Vous pouvez avoir au niveau justement par exemple l'élevage, hein, de chiens en particulier, eh bien vous pouvez avoir des distances à respecter qui sont obligatoires. C'est minimum 50 mètres, ça peut être 100, 150, voire 200 mètres sur certains départements. Si vous ne respectez pas ces distances, vous pouvez avoir des gros soucis de voisinage. D'accord. Vous créez un produit qui sent, qui a des grosses odeurs, hein, eh bien vous pouvez avoir des difficultés avec vos voisins parce que ça pue, quoi. Rappelez-vous Landru, hein, qui faisait cramer toutes ses prétendantes dans sa cuisinière, hein, et ben il a été finalement dénoncé par ses voisins et c'est comme ça qu'il a été attrapé. Voilà, hein, voilà. Alors, les friandises artisanales, Agnès, ça peut être moins compliqué que ça en a l'air, tout simplement parce qu'on ne touche pas à l'alimentation humaine. Alors, je te conseille quand même de contacter la DDPP pour savoir ce qu'il en est. D'accord. Mais je ne pense pas qu'il y ait de difficultés particulières, parce que justement, on n'est pas sur l'alimentation humaine. Ok. Voilà.
Donc ça, à bien demander donc autour de vous au niveau de la réglementation, qu'est-ce qu'il en est, hein, qu'est-ce que vous avez l'obligation de faire, que ce soit au niveau des compétences, des diplômes, des normes, hein, etc. Parce que ça, c'est un coup à commencer quelque chose, à entamer des frais et vous vous retrouvez arrêté du jour au lendemain, détruire tout ce que vous avez fait à vos frais. D'accord? Non. Ok Karine, et bien bonne soirée, de toute façon tu auras la suite en replay, il n'y a pas de souci. Ensuite, il faut évidemment eh bien, une pièce maîtresse, hein, c'est bah, votre budget prévisionnel, d'accord? C'est vos chiffres, hein. C'est ce qui va définir tout ce que vous allez acheter et tout ce que vous allez vendre. Donc, déjà, vous allez définir au niveau de vos chiffres, par exemple, si votre activité, elle est saisonnière. Donc, si c'est des jours, des moments de l'année, tant de jours par semaine, etc. Hein. Ça peut être, par exemple, quelqu'un qui veut monter un hôtel. Hein, ça peut être justement un problème. Hein. Il va falloir qu'il définisse bah, quels sont les meilleurs mois de l'année. Quelqu'un qui fait pension de chien et de chat, par exemple, eh bien, il sait que ben, les week-ends avec un jour férié derrière, on est presque sûr que ça va être plein. Les vacances scolaires, donc évidemment les ponts, hein, tout ce qui se présente. Donc ça, on sait que ce sont des périodes charnières. Ok, d'accord. Maintenant, c'est une méthode générale. Ça ne veut pas dire que les gens ne vont pas venir, ni dans votre hôtel, ni dans votre pension, en dehors de ces périodes-là. D'accord? Voilà. Mais quand vous mettez un business plan, eh bien, vous allez faire ressortir les points positifs. Et donc, le point positif, c'est de définir les meilleures périodes où vous allez vendre, hein, évidemment. Alors, Francis, est-ce que dans la vie de tous les jours, vous entretenez des relations de coach et ou de formation professionnelle pour tous les publics? Oui, tout à fait. Valide ou handicapé? Oui. Non, non, mais tu n'es pas hors sujet, il n'y a pas de souci. Ok. Alors, oui, Katia, le diplôme d'ASV dispense de la CACED, mais attention, uniquement pendant 10 ans. Au bout de 10 ans, seras obligé de passer l'actualisation de la CACED. D'accord? Oui, je fais un suivi de mes stagiaires, tout à fait Agnès, exactement. C'est-à-dire que le SAV Tatavero fonctionne, ouais, et pendant longtemps. Donc ça, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Donc, pour revenir à nos chiffres, d'accord? Donc, vous allez définir déjà les périodes de l'année où vous allez faire le maximum de ventes. Ça ne veut pas dire que vous devez négliger les autres périodes. Ça veut dire simplement que vous allez calculer à minima des rentrées pour ces hors périodes. On va dire ça comme ça. Ensuite, vous allez définir votre chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, je le rappelle, c'est les ventes, c'est toutes les ventes que vous allez faire, de toutes vos activités. Alors, vous pouvez séparer dans votre business plan, et d'ailleurs je le conseille, hein, des tableaux pour chacune de vos activités, c'est-à-dire faire un budget prévisionnel pour chacune de vos activités. Même si elles sont en lien l'une avec l'autre, hein, ça peut ou pas, hein, je vous conseille évidemment de faire des tableaux séparés pour qu'on y voit clair, hein, évidemment. Donc vous allez définir tout ce qui va rentrer en détail. D'accord? Ensuite, donc n'oubliez pas que vous allez faire sur 3 à 5 ans. Donc je sais que c'est difficile à définir, mais avec un petit peu d'imagination, on y arrive. Hein, voilà. Et puis surtout un peu de méthode. Hein. Vous allez établir évidemment votre seuil de rentabilité, hein, c'est-à-dire en fait vous allez définir le moment où vous allez passer le cap où ce sera rentable pour vous. Ça veut dire que vous allez vraiment dégager une marge, en clair. Je ne rentre pas dans les détails, mais en gros, ça va être ça. Okay. Vous allez ensuite définir votre BFR. Donc le BFR, c'est le besoin en fonds de roulement. Alors contrairement à ce qu'on croit, le BFR, plus il est négatif, et mieux c'est. Tout simplement parce que si vous avez un BFR qui est négatif, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de fonds de roulement. D'accord? C'est ça en fait, hein, en gros. Donc le besoin en fonds de roulement, en fait, ça veut dire que vous avez un besoin de trésorerie, tout simplement. Voilà. Après, il peut être positif simplement en disant, ben voilà, votre activité, elle a tel roulement à telle période et vous avez besoin d'argent, mais ça ne veut pas dire que forcément que les recettes ne vont pas rentrer. Hein, d'accord? Voilà. C'est juste une appréciation. Ça peut être une appréciation par rapport en fait à l'évolution de votre entreprise. Okay. Ensuite, évidemment, il va falloir calculer toutes les charges. Hein. Alors, quand je parle de toutes les charges, ce n'est pas juste les cotisations, parce que ça, je le vois souvent. Hein. Ce n'est pas juste les cotisations sociales, salariales et compagnie. Ce n'est pas juste les impôts, c'est aussi tout ce qui vous concerne, vous, en tant qu'entrepreneur. Hein. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui est, par exemple, qui est coiffeur à domicile.
hein. Donc ça veut dire que la personne, elle fait venir les personnes chez elle. D'accord? Bon, donc elle a aménagé un petit bureau, enfin un petit local, et donc elle a fait toutes les installations nécessaires. D'accord? Mais le problème, c'est que eh bien, elle ne va pas compter uniquement, cette personne-là, tous les shampoings dont elle aura besoin, le salarié peut-être qu'elle va prendre, toutes ses cotisations, ses taxes, machin, etc. Elle va aussi comptabiliser bah, l'électricité qu'elle passe, l'eau qu'elle passe justement pour son local. C'est pas parce que c'est chez elle qu'elle ne peut pas le comptabiliser, hein. Par exemple, au niveau de l'élevage, puisque c'est une question qui revient souvent, le fisc admet qu'on peut avoir des frais de fonctionnement bien qu'on ait des animaux, justement parce qu'on a des animaux chez nous, les fiscs admettent qu'on puisse avoir des frais de fonctionnement jusqu'à 20%. Donc, les frais de fonctionnement sont limités quand même aux frais d'eau, d'électricité, de gaz. D'accord? Donc, ça veut dire pas d'assurance, pas, comment dire, pas de loyer, pas de crédit immobilier. Sauf si vous avez demandé aux impôts qu'une partie de votre habitation, et je parle bien d'une toute petite partie, hein, soit affectée uniquement à votre entreprise. Donc ça, il faut que ce soit déclaré au niveau fiscal. Parce qu'évidemment, cette partie-là que vous allez enlever de votre habitation en tant que telle, personnelle, hein, on va dire ça comme ça, va faire en fait que vous allez avoir moins de taxes d'habitation, par exemple. Vous voyez? Donc, par contre, vous allez peut-être payer une taxe, une CFE, hein, une cotisation foncière des entreprises à la place. Alors, il y a pas mal d'exonérations au niveau de l'élevage. Par exemple, sachez que il n'y a pas de CFE au niveau de l'élevage. Ça veut dire que si vous définissez une partie de votre habitation en local, par exemple, vous mettez une nurserie, vous mettez, je sais pas moi, un bureau pour vous, etc., et bien que vous définissez que ces parties-là ne sont affectées qu'à l'entreprise, eh bien, vous aurez moins de taxes d'habitation ou foncière, d'ailleurs, je ne sais plus, il faudra demander aux impôts, mais en plus, vous n'aurez pas de CFE derrière, puisque vous êtes exonéré en tant qu'entrepreneur agricole. Eh ouais, à voir, hein, c'est intéressant. Euh, alors que tu as du mal pour ta pension, Agnès, il faut vraiment faire un business plan. Et c'est pas ce soir qu'on va le faire. Tu vois, déjà, on a déjà dépassé le délai. Euh, donc, ensuite, il faut définir le financement de votre projet. Est-ce que vous allez avoir affaire à un banquier? Est-ce que vous allez vous pourrez obtenir des prêts d'honneur? Est-ce que vous allez avoir des subventions, hein, que ce soit de l'État ou d'autres? Est-ce que vous allez avoir des investisseurs, hein, qui vont vouloir mettre de l'argent dans votre projet? S'il y a une reprise d'activité, évidemment, il va falloir récupérer tout ce qui est bilan et compte de résultats des années précédentes, parce qu'évidemment, d'ailleurs que ce soit une entreprise agricole ou autre, hein, c'est très important de pouvoir récupérer tout ce qui a été fait avant. Parce que ça aussi, je vous le dis, très souvent, un banquier vous prêtera plus facilement au-dessus de vos moyens, entre guillemets, hein, tout est relatif, hein, et voilà, au-dessus de vos moyens, ou en tout cas au-dessus de ce que vous étiez supposé obtenir en tant qu'emprunt, si l'activité est déjà là et saine, plutôt qu'une activité à recréer ou à créer de bout en bout. Un banquier aura, et un investisseur aussi hein, d'ailleurs, aura beaucoup plus confiance dans quelque chose qui est déjà créé, même si c'est au-dessus des moyens que vous pensiez mettre, plutôt que quelque chose à recréer de zéro. D'accord? Gardez ça en mémoire, c'est très important. Et en fait, on arrive un petit peu à la fin donc, de ce petit live. Donc, avec la recommandation d'usage, d'une part, si vous ne savez pas faire votre business plan, faites-le faire par quelqu'un. Il y a beaucoup de choses gratuites. Par exemple, moi, un truc que j'utilise, alors, pas pour faire le business plan en tant que tel, puisque, comme je disais tout à l'heure, le business plan, c'est ce qui explique les chiffres. D'accord? En fait, en gros, le business plan, c'est, outre les thèmes que j'ai abordés là, en gros, il faut que vous expliquiez, surtout à monsieur le banquier, pourquoi le client, il vient chez vous et pas chez le voisin. Et donc, très souvent, les gens me disent, ben oui, mais je ne sais pas quoi lui dire. Mais pourtant, si vous vous mettez à la place du futur client, vous trouvez les arguments. Parce que souvent, les arguments, c'est le client lui-même. Enfin, c'est les anciens clients, en tout cas, ou peut-être les actuels, hein, ceux qui vont acheter des produits chez vous, que ce soit des animaux, que ce soit autre chose, qui vont acheter des produits chez vous, qui vous donnent les arguments. Très souvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous appellent ou ils vous écrivent, donc souvent bah, sur des pages Facebook, ils font des petits témoignages, etc. Et ils vous disent, oh voilà, je suis venu chez vous pour X raison. Les arguments, c'est cela. Vous n'avez même pas à chercher.
Les arguments sont là. Ce sont ceux-là. C'est ce qui explique pourquoi ces gens-là sont venus chez vous et pas chez quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, si vous voulez savoir quels sont les besoins de votre clientèle, comment vous voulez même la fidéliser éventuellement, ben, essayez de retrouver vos mails, vos pages Facebook où il y a des témoignages, etc. Regardez les explications de vos clients. Vous verrez qu'en fait, vous aurez la réponse à toutes vos questions. D'accord? Et recommandation supplémentaire, d'ailleurs on a abordé très légèrement le sujet tout à l'heure, prenez un courtier. Un courtier professionnel, attention, ne prenez pas un courtier. Alors, sauf si vous avez besoin d'acheter, par exemple, un bien immobilier assez important pour justement peut-être monter une grosse activité agricole, hein, au hasard. Mais ça peut être aussi un complexe sportif, hein, par exemple. Bon. Ou vous avez besoin d'un courtier qui fait de l'IMO, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez juste monter un petit projet, hein, où il y aura une ou plusieurs activités, bon voilà, il n'y a pas besoin de gros investissements, prenez un courtier pro, hein, qui s'occupe des activités professionnelles. Okay. Pourquoi un courtier? Parce qu'un courtier, on va dire qu'à qualité égale, c'est-à-dire vous montez chacun de votre côté votre dossier. Et vous le présentez chacun au banquier, le courtier l'aura que vous ne l'aurez pas. Pourquoi? Parce que vous, et on ne peut pas vous le reprocher, et d'ailleurs on est tous pareils, d'accord? On ne peut pas reprocher ça. Quand on a un projet, on l'a mené de bout en bout. Ça a mis quelquefois des semaines, des mois, voire des années, hein, pour le mettre en place. Et on arrive en fait en se disant, ouf, ça y est, c'est fini. D'accord? Eh bien, le problème, c'est lequel? C'est qu'en fait, on parle avec nos tripes. Et ce qui est normal, on a mis tout ce qu'on pouvait dedans. D'accord? Bon. Et le souci, c'est que le banquier, lui, en face, il n'y connaît strictement rien. Par contre, il va avoir toutes les objections possibles. Et qu'est-ce qui va se passer à votre niveau? Vous avez tellement donné à ce truc-là, la moindre objection, vous allez vous écrouler. Alors que le courtier, lui, déjà, d'une, il va être beaucoup plus froid par rapport à ça, parce qu'il aura pris beaucoup plus de recul, hein, il sera beaucoup plus impartial, et surtout, il aura pris le temps d'étudier votre projet, il aura pris le temps de trouver tous les points positifs, et donc pour pouvoir amenuiser les points négatifs. Ça veut dire qu'il va savoir parler au banquier de la bonne manière, c'est-à-dire de parler gros sous, tout simplement. Alors, ne prenez pas un courtier qui vous fait payer d'avance et ensuite qui vous dira au bout de 15 jours, oh ben j'ai rien trouvé, elles ont toutes refusé, etc. Non, d'accord? Il y a pas mal de courtiers maintenant qui travaillent sur pourcentage de réussite, donc ça veut dire d'obtention du prêt. Alors, c'est pas vous qui allez payer pour ça, d'accord? C'est la banque, en fait, qui va récompenser, qui a un partenariat, en fait, avec le courtier, et qui va donner une partie du prêt. Voilà. En gros, hein, en gros, je schématise, mais en gros. Je ne connais pas les tenants, les aboutissants, mais en gros, c'est ça, d'accord? Ou alors, dans votre dossier de prêt, en fait, il va y avoir une partie, bah, justement, frais de dossier. Bon, eh ben, ça va peut-être être inclus dedans, avec un peu de chance, d'accord? Bon. Exactement, Julien, le courtier et notre avocat, tout à fait. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que le fait qu'il ne fasse pas payer ou très très peu avant, c'est justement qu'il va mettre du cœur à l'ouvrage, le mec, hein, ou la nana. Il ou elle va mettre toutes ses tripes, et c'est surtout parce que c'est son gagne-pain. Ça veut dire que s'il n'obtient pas le prêt, ben, il ne mange pas, hein, d'accord? Donc, il va mettre tout ce qu'il a, il va faire en sorte que vous obteniez votre emprunt. Donc, prenez un courtier, et comme je dis souvent en plaisantant, votre courtier, il doit être chiant, d'accord? Ça veut dire qu'il doit manger, boire, dormir, penser votre projet 24 heures sur 24 pendant minimum un mois. Ça veut dire qu'il doit vous poser toutes les questions de la Terre et vous devez vous y répondre. Il faut absolument que vous creusiez votre projet tous les deux pendant ce laps de temps. Ça veut dire qu'un courtier qui vous prend votre dossier et vous n'avez plus de nouvelles, vous essayez de le joindre pendant 15 jours, 3 semaines, il ne répond pas, laissez tomber. Okay. De même, le courtier qui vous dit oh bah dans 10 jours c'est bouclé, ok, méfiez-vous. D'accord. Et l'avantage du courtier, c'est qu'il va faire votre boulot, en fait, au niveau temps, de le présenter à plusieurs banques, évidemment. D'accord. Donc tout ce que vous ne pourrez pas forcément faire. Vous n'aurez pas forcément le temps, envie, etc. Lui, c'est son job. Je veux bien aider en groupe d'entraide si certains sont intéressés, mais je ne veux pas marcher sur le plate-bande de Véro non plus. Ma nièce, tu marches pas sur mes plates-bandes, je dis moi. Il y a du boulot pour tout le monde. Je dis sincèrement, tu veux faire quelque chose, fais-le. Il n'y a absolument aucun problème. D'accord. Alors, allez, évidemment, le premier réflexe, c'est d'aller dans sa propre banque. Ça paraît évident. Okay, mais ne vous laissez pas
on va dire, intimidé, entre guillemets, si votre banque vous dit non. D'accord? Déjà parce qu'elle n'a pas forcément les bons taux. Elle fonctionne pas forcément de la bonne façon. Hein. Quand je vois, par exemple, ma copine Laetitia, qui a essuyé une quinzaine, voire une vingtaine de refus avant d'avoir une acceptation, hein, alors qu'elle avait un dossier très léger. Alors oui, la façon de monter, ça va être différent. Elle va devoir attendre plus longtemps pour mettre son projet en route, mais au moins, elle a une acceptation. Alors, je n'ai pas l'adresse pour un bon courtier parce que moi-même, j'en ai pas eu besoin, ok. Mais essayez de suivre ces critères-là. Hein. Un courtier chiant qui est très proche de vous, qui ne vous fait pas payer d'avance ou très très peu, hein, et donc qui s'intéresse vraiment à votre projet. D'accord? Ça veut dire qu'il vous pose beaucoup de questions, qui note beaucoup de choses, qui revient vers vous, etc. Ça, c'est important. Ok? Bon, est-ce qu'il y a des questions? Je sais qu'on a dépassé au moins d'une demi-heure, je suis désolée. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à voir. Alors, Gwendoline, donc tu as expliqué ton projet donc, à ta courtière. Elle m'a dit non, direct, car je n'avais pas de CDI pour lancer mon projet. Alors, il faut savoir qu'effectivement, les banques aujourd'hui préfèrent que vous ayez un CDI, même depuis pas très longtemps, hein, voir si vous êtes en couple, que les deux aient un CDI, même si ça doit être provisoire. Ça veut dire que, je ne sais pas, au niveau des courtiers, à mon avis, il vaut mieux demander. D'accord. Il vaut mieux en demander à plusieurs, comme ça, bah, tu vois à peu près. Hein. Donc, ce que je veux dire, c'est que euh, au niveau bah, d'ailleurs, du coup, je ne sais plus. Ah oui, ta courtière, oui, du CDI. Donc, en fait, ce qu'il faut penser, c'est que le banquier, lui, ce qui l'intéresse, c'est le risque qu'il prend à vous accorder un emprunt. D'accord? Quel qu'il soit, quel que soit le montant, quel que soit le sujet, que ce soit IMO, que ce soit perso, pro, peu importe. D'accord? Ah, un détail. Sur un projet pro, c'est-à-dire que vous voulez vraiment lancer une activité, reprendre une activité, peu importe. N'oubliez pas que même s'il y a un bien immobilier à acheter hein, dessus, vous pouvez faire un emprunt pro et perso sur le même bien. C'est pas forcément qu'un projet pro ou qu'un projet perso. D'accord? N'oubliez pas aussi que si vous n'avez pas acheté depuis au moins 2 ans, vous avez droit au prêt à taux zéro. Alors faites attention parce que les banques, elles ne vont pas vous le proposer spontanément. Bah, évidemment, elles n'ont rien à gagner. Hein. D'accord? Bon. Donc demandez-le systématiquement. D'accord? Voilà. Donc je disais quoi? Par rapport au CDI. Donc voilà. Donc le banquier, en fait, lui, ce qui l'intéresse, c'est d'être sûr que vous allez rembourser. Bon. Par contre, comme je dis souvent en plaisantant, hein, c'est que une fois l'emprunt obtenu et l'argent versé sur votre compte, il se contrefise de savoir si vous allez garder votre boulot derrière ou pas. Lui, ce qui l'intéresse, c'est que vous allez rembourser. Donc ça veut dire que lui, quand il vous accorde l'emprunt, il calcule surtout le risque qu'il prend à être remboursé ou pas. C'est tout. D'accord? Donc, ça veut dire que si vous prenez un CDI et que ben vous le gardez 6 mois, 1 an, etc. Mais peu importe, si vous arrivez avec votre activité à combler le manque de votre ancien salaire et que vous remboursez la banque, mais où est le problème? D'accord? Juste pour vous donner une idée, moi, j'ai été fonctionnaire jusqu'en 2018, par exemple. J'ai toujours acheté, revendu. Et en 2006, j'ai acheté ma dernière maison. J'ai démissionné en 2018. J'ai encore au moins 10 ans à payer. Et bien, quand j'ai démissionné, la banque, elle a pris peur. Forcément, elle s'est dit, voilà, quelqu'un qui quitte l'administration, mais c'est une folle. Non. Et bien, aujourd'hui, je ne regrette rien. Ça fait plus de 2 ans. Et je rembourse la banque sans aucun problème. D'accord? Voilà. Et elle n'est pas venue me chercher des poux dans la tête en me disant mais vous n'avez pas de boulot, vous allez rembourser comment, etc. Elle m'a pas dit bah, reprenez votre boulot parce que sinon vous ne pourrez pas rembourser. Non, c'est votre choix. Par contre, si vous prenez le risque de quitter votre boulot sans être sûr que l'argent va rentrer derrière, faites très attention. Parce que là, n'oubliez pas que quand on dit que, par exemple, la résidence principale est protégée des créanciers, depuis la loi de 2018, par exemple. Alors oui, elle ne peut pas être saisie directement par les créanciers. Par contre, on ne va pas vous dire, si vous devez 350 000 balles à la banque, on ne va pas vous dire, bah, gardez votre maison, elle en vaut 350 ou elle en vaut 300, gardez votre maison, vous nous paierez quand vous voudrez. Non, on va vous pousser à vendre. D'accord? On va vous pousser à vendre, pouvoir rembourser vos dettes. Ok?
Donc faites très attention à ça. Alors, quelle question il y a eu? Donc avant de passer par un courtier, il faut trouver le bien. Alors, que ce soit pour un bien immobilier, que ce soit pour une activité, il est évident qu'il faut savoir à peu près de quoi on parle. Donc ça veut dire que le courtier, si vous devez acheter un bien immobilier pour pouvoir faire l'activité, il va déjà faire le topo de vos revenus actuels, passés, etc. pour voir un petit peu sur quoi vous pouvez tabler. Et ensuite, il va vous demander justement le budget prévisionnel et le business plan pour faire un prêt professionnel, justement sur des revenus à venir. Ok? Bon. Maintenant, si vous devez faire un prêt perso justement pour le bien en question, hein, que ça compte une partie ou la totalité, peu importe, il est évident que vous pouvez trouver le bien avant, hein, mais ce n'est pas obligatoire. Ça veut dire que on peut avoir une idée globale de la somme dont on pourra disposer et chercher des biens en conséquence. Moi, par exemple, il y a un truc qui m'affole complètement, c'est les gens qui signent des compromis et qui vont demander à la banque après et ensuite qui s'étonnent que la banque refuse. Non. On demande au banquier d'abord à peu près de quoi on pourra disposer et on cherche ensuite. Parce que c'est facile ça, d'aller, je sais pas, vous trouver une maison à 1 million d'euros puis de savoir qu'on aura peut-être que 250 000. Non. Déjà, d'une, c'est complètement irréaliste. Ensuite, vous faites perdre du temps à tout le monde. N'oubliez pas que le vendeur, lui, pendant que vous avez signé le compromis, il ne peut plus signer avec qui que ce soit. Il est obligé peut-être de refuser des ventes, alors qu'il y a peut-être des gens qui étaient prêts à acheter, qui n'avaient aucun problème, qui va refuser à cause de vous, pour qu'ensuite la banque, elle vous refuse, vous, peut-être au bout un mois et demi, parce que vous aurez cherché je ne sais pas combien de banquiers, et que finalement, au bout d'un mois et un mois et demi, on va se retrouver avec le bec dans l'eau, quoi. D'accord? Donc, cherchez un bien, à la limite un type de bien, d'accord? Si vous avez nécessité de bien hein, par rapport à votre activité, et demandez au banquier ou à plusieurs banquiers ou au courtier à peu près de combien vous allez disposer. Dites-vous bien une chose, c'est que si le courtier ou la banque vous dit bah, vous avez à peu près 250 000 euros de dispo, hein, on vous prête 250 000 euros, on va dire qu'il a une marge de sécurité en général de 15, entre 10 et 20 000 euros. D'accord? Ça veut dire qu'il peut tirer encore un peu jusqu'à 10 000, 20 000 euros. Donc vous n'avez pas beaucoup de marge de sécurité. D'accord? Donc c'est pas la peine d'extrapoler. Alors, est-ce qu'un apport, alors ça concerne quoi le taux zéro? En fait, le pro, le perso, les deux. Ça peut concerner les deux. D'accord? Un apport peut-il compenser l'absence de CDI? Tout dépend du montant, Agnès. Tout dépend du montant qui est demandé, qui est nécessaire. Ça dépend de beaucoup de choses. Et oui, Agnès, tu vois, t'as fait comme moi. Super. Tac, tac, tac. Eh ben, écoute, ravi, Agnès. Super. Il va falloir faire donc le prévisionnel. Alors, le prévisionnel, le courtier peut vous aider à le faire. Hein. C'est son boulot aussi. Hein. D'accord? Tac, 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 dans le projet, j'ai une idée. Je suppose, tu as oublié un mot, Estelle. J'ai une idée précise de mon projet, mais étant pas dans l'immédiat, je ne sais pas où il se situera et s'il s'agira d'une reprise d'activité. Alors, Estelle, ce qu'il faut faire d'abord, c'est d'écrire. Comme je le conseille souvent à mes stagiaires, écrivez tout ce qui vous vient à l'esprit, toutes les idées qui vous viennent. Que ce soit des idées pour une activité, que ce soit pour une idée pour la mettre en place, que ce soit une idée au niveau des fonds, peu importe, que ce soit au niveau des clients. Le business plan, ça sert à ça, justement. D'accord? En reprenant tous les points dont j'ai parlé aujourd'hui, tu risques d'avoir une idée plus précise parce que de ce que tu veux faire, parce que tu vas te poser les bonnes questions. Justement. D'accord? Et n'hésite pas à te faire accompagner hein, par la CCI, la CMA, la MSA, la Chambre d'agriculture, suivant ton projet, Estelle. Hein, bien sûr. Alors, ma courtière m'a dit un CDI obligatoire et 15 000 euros d'apport pour les frais de notaire. Et Gwendoline, encore une fois, tout dépend du projet. Et puis, c'est ta courtière. Si tu estimes qu'elle est un peu raide, choisis-en un autre. Je ne sais pas s'il s'agira. Dans ce cas, cherche les deux, Estelle. Essaie de voir si c'est une activité que tu ne sais pas si elle peut être reprise. Regarde s'il y a des reprises d'entreprise dans l'activité que tu veux faire. Regarde déjà. Oui, dans ce cas, si tu ne sais pas si c'est une création ou une reprise, eh bien dans ce cas, fais 2 budgets prévisionnels, pas forcément 2 business plans, parce que le business plan, comme c'est une explication des chiffres,
Que tu fasses une création ou une reprise, à mon avis, ce sera la même chose. Mais par contre, fais 2 budgets prévisionnels. Oui, bien sûr. Ok. Bon, est-ce qu'il y a d'autres petites questions? En tout cas, il y a beaucoup de monde hein, ce soir. Hein. Je suis vraiment ravie. Je suis super contente. En tout cas, pour ceux qui n'auront pas été là au début et puis ceux qui n'auront pas été là du tout, bah, partagez, s'il vous plaît, hein, pour eux, parce que il y a pas mal de. Enfin, j'ai parlé de pas mal de choses. Hein, et donc, je pense que ça peut intéresser pas mal de monde. Voilà. Pas de questions? Bon, eh ben, je vais vous abandonner. Ah, et en plus, j'ai les chiennes qui me, qui me font de l'œil. Ben, de rien, il y a. Avec grand, grand plaisir. Merci Maude. Donc j'essaierai de faire des petits lives comme ça sur des sujets divers et variés. Merci beaucoup Nadège. Euh, J'essaierai. Merci Agnès. Je sais que tu es une assidue, une fervente admiratrice. Tu es un soutien absolument extraordinaire pour moi, comme tous ceux que je connais. Euh, Si tu vas plus tout suivre, c'est pas grave Katia. Tu pourras tout revoir après. L'apéro, 10h du soir, c'est un peu Aurélie, un peu léger quand même. Oui, oui, ben là, Alexia, le replay, dès que j'ai fini, ça va se mettre en route hein, directement. Ok, les enfants. Eh bien, écoutez, bonne soirée à tous. Hein. Surtout, bah, portez-vous bien. Hein, prenez soin de vous. Hein. Et bah, j'essaierai de faire un autre petit live. N'hésitez pas à me contacter en MP pour, comment dire, pour des sujets, si vous avez envie d'un petit sujet comme ça, d'un petit live comme ça sur un sujet quelconque, n'hésitez pas. Hein, ok. Bon, allez, je vous souhaite une très 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 bonne soirée à tous et à très bientôt. Allez, au revoir.